Merci Thomas, bonjour. Moi je m'appelle Raphaël Autal, je dirige la société Tekin. Nous on est basé à Tours. Vas-y Thomas, tu peux passer. On est basé à Tours et on est spécialisé sur le design de solutions connectées. On est 12 personnes et notre métier c'est tout ce qui est lié à la partie études et développement sur les fonctions électroniques, applications web mobile, développement de plateformes de données. Donc on est sur toute la ligne de l'objet connecté. Euh, On propose aussi des prestations de conseil et d'accompagnement sur tous ces développements, de manière à clarifier les projets et à organiser en fait les déroulements de projets. Parce que comme on va le voir tout à l'heure, développer une solution globale connectée, c'est un cumul de métiers, c'est une approche assez spécifique où on doit réfléchir à la fois à produit et à la fois à service. Ça nécessite quand même un petit peu de préparation si on veut gagner du temps pour le développement. Donc dans cette présentation, je vais aborder trois thématiques, on va dire, qui sont une approche panorama de marché sur l'IoT dans le monde de la santé, euh, la vision des nouveaux usages couvre l'IoT dans le monde santé, la question sur l'IoMT, une spécialisation en fait qui commence à apparaître dans l'IoT, ce qui est assez intéressant. Alors ça ne vaut pas que pour la santé, mais ça vaut aussi pour différents métiers. Les points clés pour concevoir un dispositif médical connecté. Donc un retour sur notre expérience. Slide suivant, Thomas, s'il vous plaît. Donc sur la tendance autour du marché, déjà un point intéressant, c'est aujourd'hui cette notion de spécialisation de l'IoT d'une certaine manière. Là, on a l'Internet of Medical Things. On peut avoir aussi dans d'autres mondes le IIoT, c'est plutôt la partie industrielle Internet of Things. Donc voilà, on voit que l'IoT se spécialise et devient, se segmente en fait. Il y a quelques années, on avait un terme générique pour tous les métiers. Là, on a une segmentation qui commence à se mettre en place, qui s'explique par des besoins d'usage plus spécifiques et euh, des approches très spécialisées dans les fonctionnalités qui sont mises en œuvre et dans la technicité, quoi. On voit sur le graphique de droite l'évolution estimée, hein. Donc bien sûr, ça reste des estimations. Donc on voit par exemple qu'on a quand même un facteur de 1 à 4 sur l'estimation 2022. On se rend compte quand même que la vision prospective est quand même assez incertaine, hein. C'est-à-dire que on reste sur des notions de tendance. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir cette évolution de courbe euh, et ce que nous on arrive à confirmer en fait, en tout cas sur le marché européen et français, en tout cas, c'est tout ce qui se met en place dans le monde de la santé aujourd'hui, enfin la santé numérique, on va dire. Euh, donc, euh, les preuves sont déjà les budgets qui sont débloqués par le gouvernement sur le développement des innovations de santé. Donc là, on parlait de 400 millions d'euros hier qui avaient été budgétés sur du développement innovant. Il y a une vision d'un plan santé à horizon 2030 pour vraiment revoir les usages, repenser tous ces sujets-là et promouvoir en fait l'industrialisation et le développement marché des différentes solutions innovantes dans le monde de la santé, euh, en considérant que c'est quand même un monde qui est relativement conservateur, quoi qu'on en dise, c'est-à-dire que lié au risque qui est associé, fatalement, on peut comprendre que des chirurgiens n'aient pas envie de tester la première innovation qui va passer. Ça amène à un certain conservatisme. Et c'est vrai que c'est assez difficile, et encore une fois, on l'entend, hein, c'est assez difficile de mettre sur le marché une innovation santé parce que il faut déjà gérer les aspects réglementaires, ce qui prend énormément de temps et ce qui prend du coût, enfin ce qui a un coût important, et ensuite faire évoluer les habitudes. Donc en fait, c'est deux plans qui sont complètement différents, mais qui font que ça crée deux ralentissements successifs, parce que avant de faire changer les habitudes, il faut déjà que le produit soit certifié. En fait, il y a deux couches et deux grandes barrières à passer.
Donc, si on revient sur ces tendances, en fait, on voit que le taux de croissance est important, que en Amérique du Nord, ça fera la plus grande part de marché mondial, mais aussi on voit qu'en Europe, c'est la deuxième plus forte croissance. Donc, ce qui vient corréler avec ce qu'on voit en termes de tendance, à savoir les budgets. Et nous, ce qu'on observe aussi, c'est sans doute une conséquence des budgets, mais c'est l'émergence d'incubateurs santé et d'organismes d'accompagnement santé, enfin qui sont de plus en plus nombreux. Typiquement, ici en région centre, on a la Healthcare Loire-Vallée, donc une association qui a pour objet de promouvoir en fait les dispositifs, enfin les fabricants de dispositifs médicaux en région centre. Voilà, suivant, s'il vous plaît. Donc, sur la maturité de l'IoT, donc une étude a été faite sur les aspects impact des technologies dans le monde de la santé. Donc on parle enfin là on a 6 technologies qui sont appelées, plus une septième qui est plus transverse, qui n'est pas marquée là, mais qui est l'intelligence artificielle. Donc on voit que l'Internet des objets se situe en fait au sens du monde de la santé, se situe sur les technologies en phase de développement. On n'est pas sur une technologie mature. Alors c'est pas forcément lié à la technologie en elle-même. Enfin, si on peut parler de la technologie d'Internet des objets, puisque sous-jacent on a beaucoup de points techniques spécifiques. Enfin, Altier en parlait tout à l'heure, si on réfléchit juste sur les technoradios, l'Internet des objets va couvrir une multitude de technoradios, par exemple, qui vont être très liés à des usages spécifiques. C'est ce qui amène en fait à la question du statut en développement, c'est qu'aujourd'hui, on a une foule de technologies activables qui sont pas toujours interopérables et qui rajoutent à cette espèce de flou pour les utilisateurs enfin pour nos clients en fait qui sont des responsables et des équipes R&D spécialisées dans leur métier et pour lesquels en fait la radio par exemple il y a trop de possibilités pour que ce soit lisible pour eux qui sont plutôt des biomécaniciens ça rentre dans une certaine complexité qui crée aussi un ralentissement. Donc voilà pour ce qui est de la technologie. Pour ce qui est des usages, en fait, on voit en dessous un point important. En fait, c'est cette notion, ce qu'on retrouve dans le cadre tout en bas. En fait, c'est une vision d'évolution de la médecine qui va vers une approche prédictive, préventive, personnalisée et participative. Alors, si les 3 premiers points sont à peu près compréhensibles, la notion de participative est vraiment une grande évolution et c'est ce qui donne, à mon avis, tout le sens de la connectivité et de l'Internet des objets. En fait, c'est cette logique de, de bouclage de l'information. C'est-à-dire que jusqu'alors, on avait plutôt une approche assez descendante, c'est-à-dire que le médecin dit et le patient se fait soigner. Là, aujourd'hui, en fait, il y a un retour du patient vers le médecin, c'est-à-dire que le patient donne son avis sur le soin, donne son ressenti sur le soin, douleur, pas douleur, niveau de douleur qui permet d'ajuster le soin et les médicaments périphériques, par exemple, qui peuvent, enfin, de confort, qui peuvent être associés à des soins. Et ça, ça peut être fait en temps réel grâce à cette logique de connectivité et de data entre guillemets, quoi. Vas-y, suivant, Thomas, s'il te plaît. Donc là, on va plus parler sur les cas d'usage. Alors, 2 approches. Alors ça, ce que je montre, c'est tout ce que je montre, c'est des sources internet, donc publiques. Il n'y a aucune transmission d'informations confidentielle, hein. Je préfère le préciser. On est quand même dans un domaine qui est assez particulier par rapport à tout ça, donc je préfère le préciser. Donc là, on voit des exemples sur les usages en B2C. Donc, par exemple, ce bracelet de surveillance de la pression artérielle, là, donc on peut trouver en vente sur Internet. C'est malgré tout un dispositif médical. Voilà, on trouve plein de dispositifs médicaux en vente libre dans les pharmacies, mais là, on commence à arriver on est sur des produits qui analysent votre état de santé, qui peuvent donner en fait une perception bien ou mal transcrite de votre état de santé et donc amener un peu plus dans la connaissance de soi et éventuellement dans l'interaction euh, avec un éventuel soignant ou quoi. On a aussi ces appareils auditifs connectés.
Donc, on est loin du sonotone de papy, en fait, hein. On est maintenant sur des systèmes qui sont pilotables avec des smartphones où on peut régler le gain du sonotone, enfin, de l'appareil auditif. On peut régler l'équalisation, etc. Des retours d'expérience qui vont remonter. Enfin, bon, voilà, pas mal de fonctionnalités liées à ces aspects de connectivité. Donc là, on est dans une amélioration de l'usage. Slide suivant, s'il te plaît. Alors ça, c'est la partie B2C, mais sur le B2B, il y a aussi des grands changements. Alors là, un cas qu'on connaît bien. Donc là, on est sur une autre question. On est sur le positionnement d'implants et notamment de vis sur des vertèbres ou sur des os au sens plus large. Donc là, en fait, c'est un outil chirurgical qui a été amélioré. Donc l'amélioration a permis en fait de reporter l'information du capteur qui permet de définir en fait l'emplacement de l'outil à l'intérieur de l'os par une mesure de texture de l'os, si on peut schématiser. Cette information, elle est transcrite sur un écran. Donc l'écran, maintenant, il arrive en salle d'opération. Ça permet de récupérer, donc de numériser l'information. D'enregistrer l'acte chirurgical, de pouvoir le rejouer derrière, d'analyser ce qui s'est passé, de voir a posteriori si l'opération, enfin quel est l'impact de l'opération a posteriori en regardant l'évolution du patient versus comment s'est déroulée l'opération en rejouant les courbes par exemple. Mais cette numérisation permet de passer d'un appareil, enfin je ne sais pas si vous voyez sur le slide là, sur l'écran en plein milieu, on voit l'outil qui est planté en fait dans le corps du patient. Donc ça, c'est actuellement utilisé à la main. Il y a en fait l'avantage de cette évolution et de ces innovations, donc dans la numérisation, c'est que ça permet d'ouvrir à plusieurs portes. Alors c'est ce qu'on voit sur la droite. Donc un même outil va pouvoir être dérivé vers une utilisation robotisée ou vers une utilisation autour du dentaire. Donc en fait, voilà, il y a plein d'évolutions. L'avantage de la technologie et de ces approches d'ouverture, c'est que ça démultiplie les cas d'usage. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment qu'on est dans des innovations d'usage qui font que, alors si je reboucle avec la thématique du webinaire, donc ça change le modèle industriel. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, les entreprises de santé sont très centrées sur leur cœur de métier. Alors si je parle des concepteurs et des fournisseurs de, de devices médicaux, hein, ils sont centrés sur leur cœur de métier. Aujourd'hui, ça oblige en fait à mixer des compétences. C'est-à-dire que pour faire un outil de ce type-là, il faut à la fois être un bon biomécanicien, il faut connaître l'environnement de santé sur le plan réglementaire, mais en plus, il faut commencer à rajouter des couches de transmission de données, d'électronique, de gestion de data, etc., etc. Puis aller à l'autre bout, ça va être de rajouter des couches de gestion de robotique et ainsi de suite. Donc en fait, à chaque fois, on va rajouter des compétences métiers hyper pointues aux compétences métiers premières, ce qui complexifie en fait l'approche technique en fait, hein, et donc le développement produit. Donc ça, c'est quand même des particularités. Alors ça vaut pour l'IoT, mais ça vaut pour les autres technologies dont on a pu parler au début. Et ce qui fait que ça change en fait la vision industrielle, parce que derrière ça, les fabricants, alors bien sûr, ça change au niveau R&D, mais ça change aussi au niveau fabrication, parce qu'à un certain moment, les fabricants de produits doivent s'assurer que le bon firmware a été chargé, le tester, vérifier la portée Bluetooth, etc., etc. Donc c'est tout un tas d'évolutions. Et puis après, une fois qu'on parle connectivité, on va parler sécurité de la donnée et ainsi de suite. Donc encore de nouvelles dimensions qui vont apparaître. Donc ça, c'est pour l'aspect industriel. Et pour l'aspect écologique, en fait, ce qui va évoluer, c'est pas forcément le produit en lui-même, à la différence de ce que Altier a pu montrer tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, on voit pas vraiment de changement, comment dire, dans la conception au sens éco-conception. Parce qu'en fait, il y a énormément de barrières. C'est-à-dire qu'il faut que les. Alors là, si je parle plutôt sur les outils B2C, hein, B2B, pardon, sur l'instrument chirurgical, plus que sur le bracelet qu'on a pu voir avant, c'est que là, on a des problématiques de biocompatibilité, on a des problématiques de stérilisation des produits, on a des problématiques de gestion des biodéchets. C'est-à-dire qu'une fois que c'est sorti de salle d'opération, on va pas essuyer avec un petit chiffon puis le ranger dans le placard. Hein, donc c'est
en fait, il faut le traiter d'une manière bien spécifique. Et donc derrière, en fait, il y a des notions de effectivement, alors par exemple, beaucoup de biodéchets sont détruits. On ne parle pas de recyclage parce que finalement, le recyclage va avoir un coût et un impact qui va être encore plus important que la destruction. C'est-à-dire que si on pense recyclage, ben il faut utiliser des gaz, etc. Il faut que les produits soient compatibles. Donc il y a plein de problématiques qui font qu'aujourd'hui c'est pas forcément aisé, d'autant plus que sur ce type d'équipement là, on n'est pas sur des masses production en fait, on est quand même sur des produits qui sont sur des volumétries relativement restreintes malgré tout. On n'est pas sur c'est pas le dernier iPhone quoi. Donc ça veut dire que ça fait ça apporte quelques freins sur l'aspect éco-conception. Par contre, ce qui se passe, ce qui est vraiment important, c'est que si le produit n'est pas plus écologique, bah, l'usage tend à l'être en fait. C'est-à-dire que si on réfléchit à plus des approches de télémédecine, d'hospitalisation à domicile, etc., on va pouvoir commencer à penser à une meilleure gestion de l'espace hôpital, par exemple. Donc potentiellement moins de moyens qui vont être mis en place au cas où. On va pouvoir avoir une approche assez différente sur les déplacements, enfin voilà, sur un confort du patient. Alors c'est pas une approche écologique, mais ça fait partie quand même d'une vision du mieux-être. Voilà, donc il y a un ensemble de choses qui font que bah tout, enfin ça va quand même, ça va dans le bon sens, même si ça se positionne pas à l'endroit où on peut l'imaginer le plus classiquement, c'est-à-dire sur le produit. En fait, c'est vraiment l'usage qui, selon moi, va vers une vision un peu plus écologique du traitement, quoi. Voilà. On peut passer au suivant. Donc là maintenant, on va parler un peu plus sur la question des défis de la conception d'un dispositif médical connecté. Alors bon, je fais un petit graphique en bas pour rappeler l'histoire quand même. Faut pas oublier que la connectivité, ça part de l'équipement. Il y a un transport d'informations, il y a du stockage de données quelque part, et après il y a le traitement, la réutilisation de la donnée. Donc ça, c'est quand même un peu les points clés. C'est-à-dire que là, comme on disait tout à l'heure, en fait, bah, c'est le cumul de compétences. De compétences un peu pointues parce que mine de rien. Bah, faut éviter qu'un bug radio vienne bloquer le dispositif pendant l'opération. Et puis bon, bah, c'est aussi bien tant qu'à faire que ce soit pas trop hacké trop souvent. Donc bah, ça c'est quand même les choses qui sont aujourd'hui dans l'esprit de tout le monde. En même temps, enfin, je pense qu'il y a quand même des gros trous dans la raquette, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher trop loin sur ce qui est mis sur le marché pour l'instant. Et bien sûr, c'est des choses qui sont en phase d'amélioration, puisque autant on a pu passer outre il y a quelques années, autant là maintenant, ça devient, enfin, les notions de sécurisation, etc., deviennent vraiment importantes et dans l'esprit de tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y a des besoins de spécialité à tous les niveaux. Alors, si je reprends en fait un projet d'une manière plus générale, donc qu'est-ce qui caractérise un dispositif médical dans sa conception? Donc, contraintes normatives fortes, comme je le disais tout à l'heure. Donc, en termes enfin, on doit couvrir une multiplicité de contraintes, tant sur le plan, on va dire, de l'identification des risques que sur le plan du développement bien spécifique, notamment sur la partie logicielle. Les normes de développement sont assez pointues. Et puis à la fin, dans tous les cas, un dispositif médical, il faut que ce soit certifié. C'est-à-dire que disons que ça ne rentrera pas, ce ne sera pas commercialisé si c'est pas certifié. Donc derrière, il faut que ça réponde bien à tous les critères et les critères des différents organismes notifiés qui vont pouvoir certifier les produits. Donc tout ça, ça doit être vraiment bien cadré, lié aux contraintes normatives. Une approche autour du management technique qui est vraiment importante, c'est-à-dire que, comme je disais, un dispositif médical, c'est un cumul de compétences techniques fortes avec des équipes pluridisciplinaires, et donc il faut que tout le monde travaille ensemble. Et plus on rajoute différents silos technologiques, plus on va faire interagir des cultures métiers, des niveaux de compétences, parce qu'on a les juniors et on a les seniors. Enfin voilà, donc il y a tout un tas de choses qui vont rentrer en compte, qui apportent une complexité sur la partie management technique. Derrière ça, la question des verrous techniques, parce qu'on est souvent sur des produits
enfin, en tout cas, certains sujets sur lesquels on travaille ont des verrous techniques importants. Alors, c'est pas forcément nous qui les gérons, mais toujours est-il qu'au stade de l'équipe globale projet, si le verrou n'est pas levé, bah, en fait, le projet est bloqué. Donc ça, c'est des choses qu'il faut identifier très très tôt et enfin, valider très très vite. Sinon, ça sert à rien de démarrer. Et puis derrière, c'est le temps et le budget. Alors, les deux sont liés. Euh, mais à côté enfin, si un allongement de temps génère une consommation plus importante de budget, un allongement de temps laisse aussi la place à la concurrence, en fait. Donc voilà, il y a plusieurs problématiques au temps qui font que, en réalité, pour gagner du temps, bah, il faut avoir géré les 3 points du dessus. Voilà, d'où l'importance de cette logique de management de projet qui est une part comment dire non négligeable sur enfin pour la réussite d'un développement de dispositif médical. Puis après sur les cases du dessous, en fait, on a toutes les approches métiers en fait qui peuvent avoir une certaine complexité. Donc notamment, enfin je vais pas tout énumérer, mais on a parlé aussi de l'optimisation des consos tout à l'heure. Alkier en a parlé. Nous, on a un peu les mêmes problématiques, notamment pour des questions de stockage. Typiquement, un dispositif médical peut être mis à disposition d'un hôpital, si je parle encore des produits de chirurgie, mis à disposition d'un hôpital pour être utilisé au moment voulu. Donc, quand une opération sera programmée, on sort le produit du stock, on le sort de son emballage stérilisé et c'est parti. Et du coup, s'il y a une pile dedans, bah, il faut pas que la pile elle soit morte avant de démarrer, quoi. Donc, il y a tous ces temps de stockage, puis derrière, c'est les temps d'utilisation qui doivent être gérés, donc la consommation en fait. Et puis la sécurisation de tout ce petit système là, pour justement, comme je disais, il faut être sûr qu'il n'y a pas un bug dans le logiciel, quoi. Donc ça c'est vrai pour les différents silos, mais en plus de ça, on rajoute toujours les composantes métiers de base, hein, où il faut quand même pas oublier enfin la compréhension biologique, la biocompatibilité, etc., etc. Donc tout ça c'est des cumuls de technicité, de technologie, de compétences et de culture. Voilà. Donc la notion de faire travailler tout ce petit monde ensemble, c'est pas trivial en fait. Puis bien sûr, on rajoute tout ce qui est plateforme de données et les IHM, euh, où là, on est encore sur un autre métier. Alors la partie IHM, la question va être sur l'ergonomie produit. Donc, faut penser qu'un chirurgien, il a toujours des gants et d'appuyer sur un écran, c'est pas forcément simple. Donc, si on lui fait des cases de 3 mm de large, ça va pas le faire. Il faut une lisibilité, il faut une facilité d'emploi. Enfin voilà, donc on est sur des questions très pratico-pratiques raccordées à des métiers de pointe en fait. Voilà, slide suivant s'il te plaît. Donc après, la question va se poser sur l'analogie du time to market. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure entre le temps et le budget. Donc l'importance de la méthodologie de projet, en fait, toute l'architecture, enfin l'architecture, le plan de développement, le phasage, etc., etc. Donc ça, ce sont des points importants pour garantir un time to market acceptable et qui correspond euh, à ce qui a été déterminé avant, à l'approche, à la volonté des financeurs, etc., etc. L'importance de la rigueur sur le développement du logiciel, hein, parce que donc le petit sinon, c'est la boîte de Pandore qui se trouve derrière. Donc bien sûr, un logiciel mal développé, c'est des plantages à tour de bras, mais c'est aussi une difficulté pour faire des évolutions. Le SAV, difficile à faire parce que si le développeur est plus là, plus personne comprend. Donc, en fait, on peut faire un logiciel qui fonctionne. Ça, c'est pas un problème. Le plus compliqué, c'est un logiciel qui va pouvoir vivre et durer dans le temps. C'est surtout ça, en fait, le problème. Donc, la rigueur dans le développement permet, en fait, d'avoir une longue durée de vie. Et donc, ça, c'est une logique aussi d'éco-conception d'une certaine manière, puisque en fait derrière le temps c'est de l'argent et c'est si on fait de la dépense inutile, c'est un gaspillage comme un autre en fait. C'est pas qu'une logique économique, c'est aussi une logique d'optimisation de la ressource et du mieux faire. Il faut toujours penser que dans un dispositif médical, à chaque fois en fait on fait des tests, on lance enfin des batchs de validation, ça prend du temps, enfin ça mobilise de la ressource, etc., etc. Donc il y a un impact non neutre. La partie organisationnelle, donc comme je disais tout à l'heure, en fait, hein, le management technique et le management des compétences qui sont majeurs en fait
Selon moi, c'est la clé du sujet. En fait, on perd énormément de temps à faire travailler les gens ensemble et à les faire travailler d'une manière normée, au sens d'une norme interne et d'un fonctionnement harmonisé qui fait que le projet va pouvoir avancer. Donc le travail autour du fonctionnement des équipes, du fonctionnement inter-équipe, c'est un point majeur. Et puis ce qu'on oublie toujours, parce qu'on démarre toujours trop vite et qu'on est toujours trop optimiste, eh ben, ce sont les moyens de test et de qualification. Donc je parle pas des moyens de production, moi je parle des moyens intermédiaires qui vont pouvoir faire valider en fait des sous-ensembles fonctionnels. Donc ça, c'est souvent en fait des choses qu'on réalise a posteriori quand on est un peu au pied du mur. Donc ce sont vraiment des points importants. Alors si on ne sait pas bien les définir au début, il faut toujours penser à les budgéter parce que c'est toujours le parent pauvre. Voilà, suivant s'il te plaît. Donc pour conclure, en fait, moi je voulais dire que, enfin j'insiste sur le fait de dire que la connectivité, en fait, c'est pas un petit plus, c'est pas un élément décoratif. En fait, c'est une spécialité. C'est vraiment une surcouche métier. C'est encore une fois de la même manière qu'on travaille avec des gens qui sont spécialisés sur la biomécanique. Nous, on est spécialisés sur l'IoT et enfin c'est une fonctionnalité en soi qui a du sens dans la mesure où on est sur des éléments hyper pointus de ce métier. Voilà, j'en ai terminé. Ben, je vous remercie et puis je pourrai répondre à vos questions à la fin des présentations. Merci à vous.